bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. D'utile, toujours été passionné par la voilerie en général, puisque déjà en Figaro et en voile olympique, on était déjà acteurs des dessins de nos voiles. J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'avoir, en tout cas, d'avoir été recruté ou chassé par la voilerie Technique Voile à l'époque, qui cherchait en tout cas un manager pour reprendre un petit peu la direction de la boîte. Dans le listing qu'ils avaient, en tout cas mon nom ressortait. Donc en tout cas j'ai saisi cette opportunité-là. Et donc je suis rentré en mars 2016 chez Technique Voile. Et comme directeur commercial au départ, j'ai pris le poste de directeur général en 2017, donc un an après. Et j'ai fini par racheter la voilerie en 2018. Voilà. D'accord. Okay. Donc aujourd'hui, je suis à la fois président de la voilerie et acteur en termes de management de l'équipe, puisqu'on est une petite équipe de 25 personnes aujourd'hui à la Trinité-sur-Mer, pour une boîte qui fait 4 millions et demi de chiffre d'affaires, et on est présent sur 3 secteurs d'activité. Donc les chantiers, puisqu'on fabrique des voiles en première monte pour la marque Jeannot et Beneteau. Donc, oui, j'ai vu des posts récemment là sur vos réseaux sociaux. Vous êtes partenaire Jeannot, c'est ça? Vous faites les voiles pour leurs voiliers? C'est ça. Donc on est en fait référencé chez Jeannot Beneteau comme voilier exclusif pour la gamme Sun Odyssey jusqu'au Sun Odyssey 440. Et D'accord. Pour la gamme Beneteau Oceanis, pareil, on a les 2-3 bateaux de leur gamme où c'est Technique Voile qui fabrique les voiles. Donc on travaille en première monte, donc ça c'est de la voile de série avec des quantités qui sont assez importantes. Ensuite, on est bien positionné aussi sur le marché moyen haut de gamme, en tout cas ce qui concerne la voile classique de croisière, donc pour le plaisancier classique. Donc on a une grosse activité aujourd'hui là-dessus, puisqu'on a ce qu'on appelle aussi partout en France un réseau de ce qu'on appelle chez nous de points service. Ce sont des revendeurs en fait qui ont la carte Technique Voile et qui vendent nos produits. Et en fait le gros nouveau de Technique Voile sur ces 3-4 dernières années, c'est notre retour en force sur le secteur de la régate et de la course au large, puisque aujourd'hui on fabrique essentiellement nos voiles donc sur le plancher de la Trinité-sur-Mer. On a réuni beaucoup d'activités sur le plancher de la Trinité-sur-Mer, parce qu'aujourd'hui on a 15 techniciens qui fabriquent les voiles. Et aujourd'hui, on équipe, si on prend les chiffres de l'année dernière, on équipe 80% de la flotte des Figaro 3. D'accord. Voilà, donc on est en concurrence frontale avec Norse et Incidence sur cette série-là, mais on est très très bien positionné de par mon expérience et aussi un petit peu ma connaissance de cette série-là. Et d'ailleurs, j'ai refait la solitaire du Figaro il y a 2 ans et j'ai refait deuxième derrière Amel Leclèche. Donc, bravo. Donc je connais bien le Figaro 3. C'est un bateau que j'affectionne beaucoup. On travaille aussi beaucoup sur des petits bateaux IRC doubles, surtout sur lesquels on est pas mal impliqué. Donc tout ce qui est aujourd'hui Transquadra, voilà. Parce que c'est une série qui reprend beaucoup de place aujourd'hui en France. Ça remplace pas mal d'IRC équipage. Et aujourd'hui aussi on équipe pas mal de classe 40, puisque sur la dernière Transat Jacques Vabre, on a notamment gagné la course avec Antoine Carpentier qui est équipé de chez nous, et d'autres bateaux qui sont très bien placés comme Volvo avec Jonar Gersken qui fait 4e, qui était équipé de Mansberg, qui est un de nos collaborateurs aussi, notre commercial, et puis d'autres bateaux comme Edenred qui fait 7e, etc. Donc on rentre en force là depuis 2-3 ans dans ce milieu de course au large où Technique Voile revient vraiment sur cette activité-là.
Voilà, grâce à une équipe de passionnés et chez nous et de régatiers. Donc on arrive à rebousculer un tout petit peu les leaders que sont Norse et Incidence sur ces deux secteurs-là. D'accord. Donc j'entends la plaisance de série avec les Jeannot, Bonetto, etc. La plaisance mais plus haut de gamme et la course, la Voilà, régate, le tout à milieu de la fait. course. D'accord. Ok. Et donc j'avais une question parce que ça reste un domaine très particulier, la voilerie en fait. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des formations? S'il y a un jeune qui veut dire, moi j'aimerais bien travailler dans une voilerie, est-ce qu'il y a des formations particulières qui sont données ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites sur le tas, vous formez les gens que vous embauchez? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, alors il y a deux types, en tout cas de formation, en tout cas sur la partie vraiment technique, donc façonnage des voiles, hein, sur ce qu'on appelle un plancher. Il y a aujourd'hui une formation qui est assez généraliste qui s'appelle les ateliers de l'enfer à Douarnenez, qui forment un peu au métier de la voilerie et de la sellerie. Donc on recrute pas mal par le biais de cette formation-là, de cette école-là. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu la seule qui offre une formation diplômée. Donc avec en fait des promos qui sont très très limitées par an, puisque c'est des toutes petites promos, et qui malheureusement nous offrent pas une capacité de recrutement en tout cas sur des gens qui sont déjà formés. Et après, la deuxième typologie de personnes qu'on peut avoir chez nous chez Technivoile, c'est voilà un bagage de couture assez généraliste, des CAP de couture, des EP de couture ou des bacs pro qui sont un peu liés à la couture, manufacture de couture. Ou après, une fois qu'on a cette base de couturier, nous on les prend en formation et on leur apprend vraiment le métier. Donc là, c'est vraiment de la connaissance sur le tas et de la formation sur le tas. Donc c'est pas facile aujourd'hui de trouver des profils qui arrivent avec une vraie formation chez nous et un premier bagage. Donc c'est souvent de la formation sur le tas, en effet, en tout cas pour ce qui est la partie technique. Voilà. Ensuite, dans le métier de la voilerie, évidemment, il y a plein d'autres choses. On fabrique les voiles, donc ça c'est la partie manuelle. Mais avant de les fabriquer, il faut déjà les dessiner. C'est ça. Donc les dessinateurs, là, on n'a pas il y a pareil, hein, il n'y a pas d'école qui forme de dessinateurs de voiles. Donc les profils qu'on a aujourd'hui chez nous, en tout cas dans notre bureau d'études, c'est avant tout des ingénieurs architectes navals. Okay. Ils ont des diplômes d'architecte naval, ingénieur. Donc ça, en tout cas sur les 3 personnes qu'on a au bureau d'études, 2 sont diplômés d'école de Southampton en architecture navale, avec des équivalences et puis d'autres diplômes d'ingénieur à côté. Et on a aussi une personne du bureau d'études qui était notre responsable de production avant, qui est montée au bureau d'études plus sur une partie un peu méthodologie technique, qui a un peu ce rôle-là entre la partie bureau d'études et la production. Voilà, mais aujourd'hui, donc en tout cas pour être dessinateur de voile, il faut faire du bateau pour bien comprendre ce qui se passe, faire un peu de régate aussi pour dessiner des voiles de course, parce que c'est comme ça qu'on sait ce qui va pas bien. C'est un peu les profils types. Et après, il y a les profils de technico-commerciaux qu'on peut avoir donc à la voilerie, où là on est 4, et là nos profils, c'est aussi des très très bons régatiers à la base, avec là pour le coup des diplômes aussi qui sont plus typés BTS, force de vente, etc. Ou pas d'ailleurs, parce qu'on a un ingénieur aussi qui est commercial chez nous, mais c'est avant tout des gens passionnés, très techniciens et très connaisseurs. Et du coup, c'est quand vous avez une commande, c'est ce technico-commercial qui va aller voir le bateau pour prendre les mesures, parce que j'imagine que c'est une de mes questions, je peux pas venir en disant moi j'ai un Dufour 34 et vous faites les voiles. J'imagine que vous devez quand même. Oui et non, c'est-à-dire que en fait aujourd'hui chaque étude, enfin en tout cas chaque client, on fait une étude qui est personnalisée en fait de son dossier. Nous, on a de la chance en fait chez Technique Voile, qui est une vieille voilerie, hein, parce que c'est une voilerie qui date de 40 ans, d'avoir une base de données
en tout cas de plan de bateau qui est assez importante. Et on a dans notre classification en tout cas de bateaux, des bateaux qui sont en catégorie A, B, C. Par exemple, le catégorie A, c'est le bateau sur lequel en fait on a toutes les données de l'architecte, le plan de voilure, etc. Enfin, beaucoup d'informations qui nous permettent en fait de dessiner sur plan ou par des dessins antérieurs qu'on a déjà, voilà. Et donc on n'a pas forcément besoin d'aller reprendre de code sur ce type de bateau classé en A. En revanche, le bateau B, si on a déjà des infos, mais il nous manque quelques données pour être en tout cas pour être sûr de notre coup. Donc là, on demande effectivement à aller reprendre des codes. Et là, c'est en effet notre commercial qui va s'occuper de prendre en charge le dossier et qui va aller reprendre des codes sur le bateau pour être sûr que le bureau d'études ait toutes les données suffisantes pour dessiner une belle voile sur mesure. Puisqu'on dessine avant tout des voiles sur mesure pour que, en tout cas, la demande du client au départ soit bien en adéquation avec ce qu'il souhaite. D'accord. Et alors, ce qui fait vraiment la différence entre, oui. Pour finir, entre une voilerie comme la nôtre, où chaque dossier est étudié vraiment de A à Z, avec une vraie personnalisation du produit, par rapport à des voileries qui vendent sur Internet ou qui fabriquent au Sri Lanka ou en Thaïlande, ou des voileries un peu où on ne sait pas trop par qui c'est dessiné, et c'est souvent des dessins un peu standards. Nous, vraiment, on rentre vraiment dans l'étude de chaque dossier et on va être sûr que ça soit bien en adéquation avec ce que souhaite le client. C'est vraiment du sur-mesure. Très bien. Et du coup, justement, moi, je suis client et j'ai plutôt un programme croisière et régate amateur. Alors, je vais arriver chez toi et qu'est-ce que tu vas me proposer là? Quels sont les différents types de matériaux? Alors, j'imagine que bien entendu, il y a différents matériaux. Bon, je le sais. Et il y a aussi différents prix. Et du coup, voilà, quels sont les matériaux que vous mettez à disposition de vos clients, que vous proposez à vos clients, et est-ce que vous les faites vous-même ou vous les sous-traitez quelque part? Comment ça se passe? Alors, nous, on n'est pas fabricant de matériaux, hein, donc en fait aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est, en tout cas, voile qu'on assemble soit en triradial ou voile à membrane, en fait, donc on sous-traite la fabrication de la matière première. Donc c'est des fournisseurs qui sont très connus. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde en fait. Hein. Il y a Dimension Polluante, Contender, des marques comme ça, sur lesquelles on travaille nous vraiment des préférences. Donc on fait un petit peu notre marché en fonction de leurs bons produits, parce que on peut avoir des bons produits chez l'un sur une gamme et puis des mauvais produits chez l'autre et vice versa. Donc on sélectionne les bons produits chez chaque fournisseur. Et ensuite, donc on propose une gamme très très complète, hein, donc à nos clients, qui passe de la voile très très simple avec du dacron vraiment très basique. C'est un tissé polyester très basique qu'on assemble en laisse horizontale. Donc c'est quelque chose qui nous prend peu de temps puisque ça demande peu de couture, d'où un prix, un accès très 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 préférentiel. Et après, plus ça va et plus on monte en gamme de tissus, plus la technicité d'assemblage aussi se fait. Donc on peut avoir plusieurs panneaux, plusieurs laisses qui s'assemblent, et là on rentre dans vraiment des dessins un peu techniques et des matériaux qui sont de plus en plus techniques. Donc ça peut aller vraiment du laminé. Donc laminé, c'est vraiment un produit qui passe dans un laminateur avec vraiment des matériaux qui sont stables en termes de déformation mécanique. Mais on peut avoir des laminés avec une base de polyester, comme des laminés avec une base de Kevlar, ce qu'on appelle de l'aramide, ou même du carbone. Et plus on monte en gamme en tout cas de matériaux, c'est-à-dire plus on monte en gamme, c'est-à-dire Kevlar, carbone, plus on atteint de la stabilité dans les formes et aussi en déformation. Voilà. On sait que le carbone c'est très raide, donc la voile va vraiment pas bouger en profil. L'aramide un petit peu moins, mais elle a d'autres caractéristiques qui sont intéressantes pour un mixte course croisière, parce que c'est des fibres qui résistent bien aux UV et au pliage des voiles. Et le polyester, on sait que en tout cas, c'est moins cher que ces fibres exotiques ou qui viennent de la pétrochimie. Mais par contre, on sait que le polyester a des qualités de déformation qui sont pas très très bonnes
Donc là, on a des voiles qui sont certes un peu moins chères, mais qui bougent un petit peu plus vite dans le temps en termes de forme. Voilà. Donc on a vraiment pour chaque programme, chaque destination aussi, parce que on sait que en fonction de la destination dans laquelle on se trouve, on sait qu'on va pas prendre un laminé pour aller naviguer aux Antilles parce que c'est quelque chose qui résiste pas bien aux UV. Donc on va plutôt proposer un matériau tissé. Donc voilà. Donc pour chaque programme, chaque aussi volonté de faire en tout cas des années avec son jeu de voile, on est capable d'adapter un petit peu les matériaux qu'on va proposer, voilà, en fonction des subtilités de chacun. Ouais. Alors vous demandez au client où est-ce que vous allez naviguer et en fonction de ça, vous allez pouvoir lui dire, bah là peut-être que ça c'est le meilleur choix parce que certains tissus ou fibres. Ah ok. Tout à fait. C'est très important parce que aujourd'hui on est sur des produits qui sont donc soit du tissé, soit des matériaux qui sont collés, qui résistent plus ou moins bien au ragage, donc au frottement qu'il peut y avoir sur les voiles, ou aux UV, qui est aujourd'hui notre grosse problématique, hein, c'est d'avoir des voiles qui résistent aux UV. C'est en l'occurrence plus les UV que le fait de faire vaciller les voiles qui abîme les voiles en fait. Donc c'est un facteur qui est hyper important. Donc pareil, un client qui va naviguer dans le sud avec un fort ensoleillement l'année, on va pas forcément lui proposer la même gamme de tissus qu'un client qui va naviguer en Bretagne. Voilà. En Bretagne. Ok, d'accord, très bien. Ah, c'est intéressant. Et alors parce que j'imagine qu'il y a de plus en plus de clients qui se posent des questions aussi sur l'écologie, etc. Alors, est-ce que en matière de voile, il y a des choses qui se font en termes de matériaux pour être un peu plus écolo ou pas? Voilà. Alors, la problématique aujourd'hui sur les voiles, c'est pas forcément la matière première, parce que la matière première en soi, elle est recyclable. Donc, ce que le polyester, l'aramide. On fait des beaux sacs avec en général. Le carbone. On est capable de les recycler. Non, la problématique aujourd'hui, c'est que soit le polyester, il y a des résines d'induction en fait qui les imprègnent, et c'est cette chose-là qu'on est aujourd'hui incapable de dissocier de la fibre pour les recycler. Donc c'est ça qui pose problème, parce que les résines sont des résines qu'on peut pas dissocier de la fibre une fois qu'elles sont imprégnées. Et pareil sur ce qu'on appelle les matériaux membranes ou laminés, où là ces matériaux sont encapsulés entre deux films et qui sont bourrés de colle pour faire tenir tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a aucune filière qui est capable de retirer les films, d'enlever la fibre et de recycler soit le film d'un côté, soit la fibre de l'autre. Donc aujourd'hui, on est un petit peu embuté des capacités à recycler une matière première, puisque en fait, elle est encapsulée soit par du film avec plein de colle. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites pour commencer à travailler avec des fibres qui sont déjà moins en tout cas issues de la chimie, comme la fibre de lin, qui a des propriétés qui sont assez intéressantes à travailler. Sauf que de la fibre de lin noyée dans de la colle, ça restera un matériau inrecyclable. Donc aujourd'hui, en fait, il y a pas mal d'études qui sont faites sur l'utilisation en tout cas de résine biosourcée ou thermoplastie, qui fait que quand on chauffe la résine, la thermoplastie à partir de 400 degrés, la résine se reliquifie et on arrive à redissocier la fibre de la colle. Donc c'est des recherches qui sont faites dans ce sens-là aujourd'hui pour être capable de recycler un matériau d'une voile qui serait hors d'usage. Voilà. Le seul moyen de recycler sinon aujourd'hui, c'est de faire des sacs avec. Donc ça marche, mais voilà, on le recycle dans un autre usage, quoi. D'accord. Ouais, j'imagine. Donc, outre ce que tu nous dis de redissocier pour pouvoir recycler chaque matériau indépendamment, c'est aussi, on va d'abord regarder la durabilité et puis les performances de ces matériaux-là. Il faut pas que ça Exactement. soit. Parce que ça reste le premier moteur du bateau, les voiles. Hein, on est d'accord. Exactement. Mais bon, en impact aujourd'hui écologique, franchement, une voile qui va durer entre 10 et 15 ans, je pense qu'on impacte on reste un domaine d'activité très propre.
Ouais. Oui, c'est clair, clairement. Du coup, oui, tu viens de donner un peu la réponse à ma prochaine question, ce qui était combien de temps on va garder ces voiles. C'est-à-dire, j'imagine que vous avez, bon, après, ça va dépendre de la manière dont la personne entretient ses voiles, mais tu parlais de 10-15 ans, on peut garder son jeu de voile 10-15 ans et Ah oui, en rester fait, performant. sur un usage vraiment croisière, même hauturière, on a des matériaux aujourd'hui, comme notamment le, 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 l'hydranet. Donc c'est un mix de polyester et de fibres un petit peu plus techniques, qui permettent vraiment d'avoir des voiles. Alors certes en forme elles bougent un tout petit peu, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans elles ont un volume qui a un peu bougé parce que tout ça C'est étiré ou. ouais, s'étire. Mais par contre techniquement et au niveau de la déchirure, etc., on a encore des jeux de voile qui ont 10-15 ans, qui continuent de naviguer, qu'on répare, qu'on entretient. Mais en l'occurrence c'est des matériaux qui sont chers au départ, mais qui permettent d'avoir des jeux de voile qui sont très durables quand on les entretient bien, qu'on les entretient tous les ans, qu'on fait en fait ce qui vieillit par exemple, si on prend sur un génois de croisière, c'est souvent la bande UV qui est exposée aux UV, qu'il faut remplacer tous les 2-3 ans. Et ça, c'est du consommable. Mais si on l'entretient correctement, la voile en dessous, elle est protégée. Donc on peut la garder très très longtemps. Et c'est des matériaux qui se déchirent très 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 difficilement. Donc en fait, on garde des qualités mécaniques qui sont très très bonnes dans le temps. Et après, sur des matériaux plus techniques comme des laminés ou de la membrane qu'on utilise pour la course, là c'est un peu du jetable en fait, parce que c'est des produits qui sont souvent très légers par rapport à ce qu'on doit faire avec. Donc cette légèreté fait que les voiles deviennent assez vite obsolètes. Et la complexité de ces matériaux-là, c'est que tout est collé avec des superpositions de couches dans un laminateur avec de la colle. Et donc tout ça finit par se délaminer quand ça sèche, quand ça faceille, etc. Ça devient cassant au fil du temps. Et donc on finit par avoir vraiment des matériaux qui se délitent en fait. Donc là les durées de vie sont très limitées, entre 2, 3 saisons, 4 saisons max. Mais ça, les régatiers, ils savent qu'il faut changer de voile assez souvent. Ça fait partie du jeu. Alors 2-3 saisons, c'est bon. Si je suis un amateur et que j'achète ce set de voile, je vais pas participer à des grandes, peut-être des grandes régates, etc. Donc c'est j'imagine en fonction aussi de l'intensité de la saison, quoi. Si jamais je l'utilise tous les Ouais. jours. Et puis aujourd'hui, on est capable de faire des voiles de ce qu'on appelle de course croisière, qui sont très très compétitifs dans des matériaux beaucoup plus durables. Ce qui fait que la voile, elle est bien. J'insiste là-dessus, c'est vraiment le dessin qu'on fait au départ. C'est ce qui fait la force entre des voileries qui sont très réputées comme Norse, où ils ont vraiment des très bons designers, Incidence avec des très bons designers. Nous, on a aussi, je considère qu'on a de très bons designers. Et ce qui fait vraiment la différence entre une bonne voilerie, c'est le niveau de dessin qu'on est capable d'avoir. Et quels que soient les matériaux au départ, si vous avez un mauvais dessin dans un bon matériau, ce sera une mauvaise voile. Si vous avez un beau dessin dans un matériau plus noble et peut-être moins technique, vous aurez quand même une belle voile. Donc avant tout, d'avoir un beau dessin et une bonne technique de fabrication, une bonne qualité de fabrication, c'est ça qui fait la différence. C'est pas forcément le matériau au départ. D'accord. Du coup, parce que le beau dessin va éviter que la voile façaille de trop, par exemple, ou ça, ou c'est pas ça, c'est que le beau dessin va faire que on va avoir en fait des profils qui sont bien étudiés au départ, aussi par rapport aux matériaux. Et donc on va, par exemple, une voile en polyester, on va la dessiner avec des volumes qui sont quand même assez avancés au départ, parce qu'on sait que le vieillissement va faire que le volume recule. Donc si on dessine déjà un dessin avec des volumes reculés à la base, on sait que dans le temps ça va être une catastrophe. La voile sera pas performante. Donc voilà, tout ça c'est un peu étudié par rapport au programme, par rapport au mât du bateau aussi et sa souplesse. Voilà, si on a un mât souple, on va travailler la voile un tout petit peu différemment qu'un mât raide. Donc avant tout, c'est le dessin qui va faire qu'au départ la voile elle va être performante. Et c'est vrai que bon, voilà, si on parle de la voile au bout de 5 ans,
entre une membrane bien dessinée et une voile en polyester bien dessinée, évidemment la voile en polyester sera moins performante puisque le matériau est moins technique, mais sur les 3-4 premières années, on verra pas beaucoup de différence. Voilà. Donc, avant tout, c'est la capacité en tout cas de la voilerie de bien dessiner les voiles au début qui font que ce sera performant et que les voiles seront belles, quoi. Et vont durer. Et alors, comment on fait justement, c'est quoi l'entretien d'une voile? Est-ce que donc tu parlais du film UV à remplacer ou de la bande UV à remplacer, alors c'est chaque année qu'il faut le faire ça idéalement ou Non, 2-3 ans? c'est vraiment tous les 2-3 ans en fonction de 2-3 ans? l'exposition. Le bon entretien d'une voile, c'est avant tout déjà dans la façon dont on va naviguer. C'est-à-dire que une voile, ce qu'il faut, c'est éviter de la laisser faceiller. Quand on la déroule, quand on la roule, quand on affale la grande voile, de rester trop longtemps face au vent avec la voile qui faceille trop longtemps, parce qu'en fait c'est le facilement qui va vraiment faire en sorte que les fibres elles vont se casser et qui fait que la qualité mécanique de la voile elle va être évidemment pas bonne. Donc en fait il y a déjà dans la façon de naviguer il y a un certain niveau de rigueur qu'il faut avoir pour faire en sorte que les voiles ne faceillent pas trop. Ça, c'est la première chose. Quand on navigue bien, qu'on laisse pas trop les voiles faceiller, on sait qu'on peut doubler la durée de vie des voiles sans aucun problème. Ensuite, ce qu'il faut, c'est avoir toujours un œil sur les voiles. Dès qu'il y a une petite couture qui se défait, ça peut arriver ou quoi que ce soit, c'est tout de suite le faire entretenir, l'amener dans une voilerie pour faire les menues réparations. Ce qu'on appelle les menues réparations, c'est une reprise de couture qui a sauté parce qu'on sait que des fois les coutures sautent. Mais si on laisse cette couture s'effilocher ou en fait il y a un moment donné ça prend des proportions qui fait que la voile elle est difficilement récupérable. Donc en fait toujours avoir un œil et puis de l'amener chez son voilier régulièrement pour qu'il y ait un entretien de l'ensemble pour que la voile, c'est comme un moteur, hein, si on n'entretient pas, qu'on fait pas un entretien régulier dessus, on atteint un niveau en tout cas d'usure qui fait qu'à un moment donné c'est irrécupérable, quoi. Voilà. Et puis la dernière chose qui est vachement important, c'est de bien hiverner ses voiles, c'est-à-dire que quand on laisse son bateau longtemps au port sans s'en servir, et ce qu'il faut faire, c'est démonter les voiles pour pas qu'elles restent trop longtemps à poste, parce que les voiles qui restent à poste, en fait, ça prend l'humidité, ça prend les UV, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, la voile, même en étant affalée dans son sac ou le génois enroulé avec sa bande UV qui reste dehors, ça finit par moisir. Ça finit par abîmer en fait la voile, rien que le fait qu'il y ait des UV, le soleil et la lune, parce que c'est un facteur qu'on oublie assez souvent, la lune, mais qui est très agressive. Et en fait, c'est important d'hiverner ses voiles dans un endroit sec, d'accord, qui soit pas humide pour pas les altérer. Et déjà, si on fait ça tous les hivers, on est sûr que le laps de temps sur lequel on va pas se servir de son bateau, qui peut être des fois de 3, 4, 5, 6 mois, on est sûr quand on va réinstaller les voiles, que les voiles ont bien vieilli dans un atmosphère qui est sain, quoi. D'accord. Et alors, est-ce que tu m'as dit plier les voiles, est-ce que c'est pas mieux de les rouler plutôt que de les plier pour éviter les cassures justement, ou est-ce que c'est pas... Le problème, c'est qu'en croisière, une GV, on peut difficilement la rouler parce que souvent les GV sont sur coulisseau, donc quand on affale, voilà. Mais c'est pareil, quand on affale une GV de croisière, il faut faire attention que les plis soient correctement faits en phase avec le même niveau que les coulisseaux. Donc essayer de la plier quand même dans son sac correctement, avec des plis qui sont toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire que quand on commence à faire des surplis par-dessus des plis qui sont déjà existants, à chaque fois ça fait des cassures. Donc c'est ça qui est pas bon. Pour les genoux sur enrouleur, ça c'est simple puisque c'est enroulé, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Et après, par contre, les voiles de course qui sont, alors en effet, un génois qui est tout le temps roulé après la navigation par rapport à une voile qui est pliée, qui est mise dans son sac, et c'est vrai qu'on va avoir un niveau de vieillissement qui est largement meilleur. D'accord, donc faut quand même une recommandation à plutôt rouler quand on hiverne ces voiles plutôt que les plier. Tout à fait. D'accord. Ok. En fait, les fibres n'aiment pas les plis, donc c'est ce qui génère des micro cassures sur les fibres, et c'est pour ça qu'on a des vieillissements qui sont assez anticipés quand on les plie. D'accord. Et
sur les bateaux de croisière, et en tout cas ceux qu'on peut louer, de plus en plus, on a des GV sur un rouleur. C'est quoi ton avis sur est-ce qu'on peut mettre n'importe quel type de tissu sur ce type de mât Alors, là, ou pas? bah, non, on peut pas mettre n'importe quel type de tissu parce que comme ça rentre dans un tube et qu'on a un diamètre pour pouvoir enrouler la voile, déjà on est obligé de prendre des petits grammages, pas qu'il y ait un rayon d'encombrement dans le tube qui soit trop important, parce que sinon à un moment donné ça rentre plus dedans. Après les grandes voiles sur enrouleur, ça a le mérite d'être très très simple en manipulation. En revanche, on sait que ces GV-là, malheureusement, on est tenu de faire des voiles qui sont pas latées, qui sont, en tout cas, de mettre des lattes dedans, c'est possible, mais c'est pas si simple que ça. Ou en tout cas, on est obligé de les mettre verticalement, donc pour que ça rentre dans le mât. Donc, on est souvent sur des formes de voiles qui sont très très classiques et des matériaux qui sont assez basiques. Donc, du coup, des GV qui sont quand même en termes de performance très très limités. Et ça fonctionne. Ok. Alors, est-ce que tu peux, pour les auditeurs, nous dire, alors il y a différents types de voiles d'avant, donc le SPI, le Spinnaker, le Génois, le Solent, le Tourmentin. Dans quelles conditions on doit mettre quelle voile, idéalement? Alors, déjà, quand on a en fait un bateau qui est équipé d'un génois sur enrouleur, c'est assez pratique parce qu'on peut rouler la voile partiellement, donc ça il faut pas hésiter à le faire. Quand les génois sont bien coupés, en fait, on arrive à bien les enrouler pour les réduire sans que la voile soit trop altérée en termes de performance. Donc ça c'est la première chose. Elle devient donc un Solent ou un Tourmentin même, éventuellement dans ces cas-là, ou c'est le Tourmentin le voile d'avant? Ouais, c'est ça. Donc en fait, si on a un génois enrouleur qui permet d'être enroulé, on peut avoir une seule voile d'avant en fait qui permet d'utiliser la voile dans tout type de conditions. Et on peut aussi se permettre d'avoir des voiles, ce qu'on appelle sur bas-été volant. Donc on peut installer un tourmentin en plus ou une trinquette sur des bateaux qui sont un peu plus gros. Qui permettent d'avoir une voile un peu plus de gros temps et qui permettent de pas avoir un génois qui est partiellement enroulé, qui peut avoir des formes un peu compliquées. Donc ça c'est pour les voiles d'avant. Ensuite les GV, les grandes voiles c'est assez simple, donc c'est toujours un système de riz. Voilà, donc un riz, 2 riz ou 3 riz selon la volonté du client. On peut faire des systèmes de riz automatique qui fait que quand on tire sur un bout de devant, il y a tout qui vient d'un coup. Donc ça c'est plutôt pratique. Ou riz classique. Donc voilà, ça c'est pareil, on s'adapte aussi à la volonté du client et à la façon dont est équipé le bateau. Voilà. Et après, sur les voiles un peu plus de ce qu'on appelle de portant, aujourd'hui, ce qui marche plutôt bien, en tout cas chez Technic Voile, c'est les voiles un peu ce qu'on appelle hybrides ou all-road. Donc c'est des SPI qui sont enroulables sur un câble en fait. Quand on est un peu stressé d'une utilisation d'utiliser un SPI classiquement avec une chaussette ou un tangon, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle des SPI asymétriques. Qui s'amurent sur un bout dehors devant ou les traves, et on a de capacité de rouler ces SPI avec un emmagasineur, qui fait que l'utilisation est assez pratique quand on est seul ou quand on a un peu peur d'utiliser un SPI classique, quoi. Voilà. Donc c'est en gros des formes un peu de Gennaker, un tout petit peu plus volumineux qu'un Gennaker, donc ça fait un espèce de SPI hybride. Donc ça c'est un produit qu'on vend pas mal pour une utilisation un peu simpliste du SPI, quoi. Et donc ça c'est une voile qui va être un peu dessinée pour tout type d'allure au portant. Ça peut partir un peu du vent de travers jusqu'au vent arrière. Une voile qui est très polyvalente en termes de fonctionnement, quoi. D'accord. C'est un bon compromis avec le SPI traditionnel. Voilà. J'imagine avec le tangon qui est effectivement toujours une source de stress. Ouais, tout à fait. Donc on en voit de moins en moins des bateaux équipés de tangon. Donc aujourd'hui, soit on a des SPI asymétriques vraiment qu'on peut utiliser avec encore une chaussette. Donc ça, c'est des SPI qui sont globalement performants pour l'allure qu'on va leur donner, c'est-à-dire vraiment du vent arrière. Donc là, si on veut vraiment faire du vent arrière avec son bateau, le SPI asymétrique ou le SPI symétrique reste le bon SPI, d'accord. Et si on veut une voile un petit peu plus typée pour tout faire entre le vent de travers et un petit peu le largue, on a ce qu'on appelle des codes 0, des Gennaker,
de croisière, qui permettent en tout cas d'avoir une voile qui booste un tout petit peu le bateau dans le Titan aux allures de travers, quoi. Et alors on voit de plus en plus les spies avec une ouverture au milieu là. Ah oui. Alors je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Alors c'est la marque, c'est une marque qui s'appelle Parasailor. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est bien ça. C'est quoi? Alors en fait c'est c'est pas, en tout cas c'est ingénieux comme concept, c'est-à-dire que en fait le volet qui est en plein milieu du SPI, ça permet de stabiliser en tout cas le SPI en termes de vol, puisque le volet lui va amener une grosse stabilité dans le vol du SPI en fait. Donc en fait ça stabilise complètement le profil de la voile en fait. On va amener une sorte de volet qui va stabiliser le SPI. En revanche, en termes de performance pure, c'est pas génial, mais par contre en termes de praticité et de stabilité, c'est plutôt une belle invention. Ouais. Alors j'imagine que ça vient aussi avec plus d'entretien ou plus de fragilité aussi peut-être du SPI, non? Alors exactement, c'est comme c'est des SPI avec donc un volet en plein milieu de la voile. C'est sûr que en termes de capacité à pouvoir déchirer la voile, il y a des filins aussi qui retiennent le volet, donc c'est un peu plus technique. Mais ça fonctionne. Il y a des milliers d'utilisateurs qui utilisent ce genre de SPI. Nous, on le fait. Ils ont déposé un brevet, c'est-à-dire qu'il y a que eux qui font ça. Ouais. Et donc, si toi tu voulais le faire, par exemple, il faudrait que tu demandes le brevet, quoi. Ouais, je sais pas si c'est encore si le brevet est complètement bloqué, mais ce qui est sûr, c'est que ça, en termes de performance, en tout cas pure, ça amène pas grand-chose. Ça amène de la stabilité, mais encore une fois, quand un SPI est bien dessiné au départ, il n'y a pas de raison qu'il soit instable en fait. Ok, très bien. Voilà. Donc ensuite, j'avais une question sur voilà, si je suis en navigation, que j'ai une déchirure ou un trou. On sait qu'il y a des tapes qui existent pour pouvoir réparer, faire un peu les réparations urgente, on va dire. Est-ce qu'il y a, en fonction de la voile, il faut utiliser un type de tape spécifique? Est-ce que n'importe, j'achète mon tape et je vais pouvoir l'adapter sur n'importe quelle voile? Est-ce qu'il là-dessus, il y a des choses non, particulières à savoir? Il y a vraiment des solutions qui sont un peu spécifiques pour chaque matériau. Donc, par exemple, si on prend un nylon qu'on utilise pour fabriquer un SPI, là, on a vraiment ce qu'on appelle des tapes qui s'appellent de l'assignat. Donc, c'est vraiment un tissu à SPI qui est déjà encollé avec comme un autocollant, mais qui va vraiment être fait pour réparer des SPI. Donc ça, c'est très léger, j'imagine. Et qu'on trouve dans tous les commerces, les Chip Chandler, dans du rouleau. Mais voilà, c'est vraiment du tape pour réparer les SPI. Ce tape-là, il va pas pouvoir réparer une grande voile en dacron parce que ça va pas coller dessus. Et donc en fait, en gros, tout ce qui est polyester, s'il y a une déchirure dedans, etc., le seul moyen, c'est de mettre un patch cousu dessus. Donc là, ça nécessite forcément une réparation pour la plupart du temps en voilerie. Donc voilà, c'est des matériaux dacron, polyester classiques. Et après, si on a des voiles qui sont dans un tissu laminé, donc qui sont avec un film, là, tout simplement, on peut utiliser en fait un patch film. Donc ça peut être du vinyle autocollant qui va pouvoir réparer en surface le trou qu'il y a dans le film. Donc ça, on le trouve pareil en commerce. Il y a des kits de réparation qui existent aujourd'hui ou en voilerie. Donc chaque matériau quand même nécessite un kit bien spécifique pour pouvoir être sûr que ça fonctionne, quoi. D'accord. Mais donc bien entendu, une fois qu'on est rentré au port, amener sa voile pour réparation. Ouais. D'accord. Ouais, pour que la réparation soit bien consolidée et que ça aille pas plus loin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On sait que c'est du temporaire. Faut peut-être sensibiliser certains loueurs. Ouais, tout à fait. Souvent, c'est ça qu'on récupère des voiles qui ont été réparées par le
par le client. Et puis finalement, en fait, comme ça n'a pas été bien fait au départ, on se retrouve des fois à des situations de non-retour où la voile elle aurait pu être réparée correctement au départ et puis ça aurait pu tenir des années. Sauf que la réparation n'étant pas bien faite, on se retrouve dans des situations où finalement ça s'est tellement aggravé que la voile elle est récupérable, quoi. Ah, ok. Bon, effectivement, bon à savoir. Et donc, ne pas hésiter à ramener sa voile à la voilerie pour, au moins pour une évaluation des dégâts, quoi. Ouais. Et puis faire une vraie réparation qui soit stable et solide, quoi. Et en termes de maintenant de tout ce qui est drisse, écoute, est-ce qu'il y a des recommandations particulières? Bon, j'imagine que là encore, ça va dépendre du programme de navigation. Forcément, on va prendre des drisses plus légères, plus performantes pour la régate. Ouais. Exactement. Donc en fait, pareil, hein, c'est sûr que si on va faire de la croisière, tout ce qui est matériaux polyester aujourd'hui, ça suffit largement en fait en termes de raideur et puis de poids. Tout ce qui est aujourd'hui voilà, premier choix chez les fabricants de boots, c'est largement nécessaire, enfin suffisant pour de la croisière. Et puis après, plus on monte, en tout cas en gamme, plus on va chercher de la raideur, en tout cas, et le moins possible d'élasticité dans les drisses ou dans les écoutes, pour qu'en fait ça soit vraiment quelque chose de plus raide possible, parce que plus on monte en gamme, plus les voiles sont raides. Donc si la drisse n'est pas raide, en fait ça sert à rien. On va tout perdre, perdre. Exactement. Donc plus on monte en gamme, plus on va aller chercher des matériaux, le Dynéma, le Kevlar sur les drisses, ou le Vectran, qui vont amener un niveau de raideur qui est très important, et aussi un niveau de légèreté qui est assez important. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui des bateaux qui font le Vendée Globe, on est sur essentiellement des écoutes ou des drisses en Vectran ou en Dynéma, pour avoir un niveau de raideur, un niveau de légèreté important. Alors, c'est quoi le rapport poids entre la drisse traditionnelle polyester et celle en Vectran ou... Ouais, alors en fait, comme ça au départ, quand on la sort du rouleau, il n'y a pas des écarts énormes. En revanche, une drisse en polyester, elle va se gorger d'eau, donc en fait, elle va prendre beaucoup d'absorption d'eau. En revanche, une drisse avec des matériaux exotiques qui va être un peu plus hydrophobe, en fait, ça va rester un peu plus étanche. Donc on va avoir quelque chose qui va moins prendre l'eau, donc moins de poids. Donc il n'y a pas vraiment de ratio en fait au départ quand on les déroule toutes les deux. C'est surtout à l'utilisation voilà. Il peut y avoir au final des différences qui peuvent être assez importantes. Voilà. Mais c'est plus qu'une question de poids. C'est plutôt un niveau de raideur qu'on va chercher. Ouais. D'accord. Ok. La raideur est plus importante que l'eau. Ouais. En fait, comme on a une raideur qui est beaucoup plus importante, on peut aussi se permettre, par exemple, si on utilise une drisse de diamètre 10 en polyester, en fait la drisse qu'on va travailler en Dynéma ou en Vectran, on va pouvoir réduire le diamètre, donc pour passer sur du 6 ou du 8. Et donc évidemment, comme on réduit le diamètre, on gagne forcément en poids. Donc en fait, le fait de passer sur des matériaux plus laids permet de réduire le diamètre de la drisse et donc de gagner du poids. Donc, mais à un niveau de diamètre égal, on n'a pas des énormes différences de poids en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est plus résistant le Dynéma ou le Vectran? Ouais, c'est plus résistant, beaucoup plus résistant. Ouais. D'accord. Moins d'élasticité dans la fibre, quoi. Ok. Et alors, pour donner une idée, c'est quoi la différence de budget quand je vais m'équiper sur un truc standard, que ce soit au niveau voile et au niveau écoute, etc., versus le truc de compète? C'est quoi les rapports en gros, c'est de 1 à 4 en fait. 1 à 4. Okay. Voilà. Donc, on peut très bien équiper son bateau avec des voiles d'acron. Si on prend l'exemple, on va prendre un bateau qu'on connaît tous, par exemple un First Class 8. Comme tout le monde connaît le First Class 8, c'est un vieux bateau, mais voilà, donc on peut très bien faire un jeu de voile en dacron équipé complet pour aux alentours de 1500 €. Et si on veut l'équiper full membrane, voilà, avec vraiment des très bonnes lattes, etc., on peut être pas loin d'un budget de 8500 €. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, très bien. C'est bon. Vraiment, il y a vraiment des grosses différences.
en tout cas en termes de tarification entre ce qu'on peut avoir en entrée de gamme et le vraiment très haut de gamme. Et alors l'entrée de gamme, si je le conserve, si je l'entretiens bien, je l'hiverne bien, il pourrait faire quand même 10 ans, ou est-ce que pour l'entrée de gamme, ça peut... Ah ouais, parce qu'on est l'entrée de gamme, on est sur du Dacron, donc on est sur du polyester tissé. Donc mécaniquement, c'est des tissus qui résistent très très bien dans le temps. Voilà, on n'est pas sur des produits qui sont laminés avec des films plastiques, etc., qui sont moins résistants dans le temps. Et donc en fait, un Dacron de bonne qualité, parce qu'il y a aussi des Dacrons de plus ou moins bonne qualité. Et si on a une voile qui est bien entretenue sur un bateau de croisière, on a des jeux de voile, nous, qui au bout de 10 ans arrivent en voilerie, qui sont encore en très bon état. Qu'on certes un petit peu bougé au niveau de la forme, mais franchement, qui sont encore capables de naviguer, quoi. Voilà. On retaille un tout petit peu la chute pour enlever le vieillissement qu'il y a eu sur la chute, donc on enlève un tout petit peu de surface, mais on peut leur redonner une petite seconde vie qui permet de continuer entre 3 et 5 ans derrière, quoi. Pour conclure sur la partie technique voile, ma dernière question, c'était pourquoi venir chez Technique Voile, mais je crois que tu as déjà répondu. Hein. C'était ce que toi tu mets en avant par rapport à ta voilerie, c'est le fait que vous personnalisez au maximum en fait le produit. Absolument, ouais. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.